Le livre « Père riche, Père pauvre » est dédié tous les parents du monde en tant que premiers pédagogues importants pour leurs enfants et à ceux qui éduquent, influencent et guident par l'exemple. L'auteur exprime sa gratitude envers ses parents et toutes les personnes ayant contribué au livre. L'auteur remercie ses deux parents qui ont été de puissants modèles dans sa vie. Sa mère lui a enseigné l'amour et la bienveillance. Il mentionne également son épouse Kim, sa partenaire dans le mariage, les affaires et la vie. Une brève rétrospective sur l'album des Beatles, SGT. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sorti en 1967. Les Beatles ont sorti leur album SGT. Pepper's Lonely Hearts Club Band le 1er juin 1967. L'album a été acclamé par la critique et a connu un immense succès commercial. Il est resté en tête des classements pendant plusieurs semaines au Royaume-Uni et aux États-Unis. Comparaison entre le succès immédiat de l'album des Beatles et le manque de succès initial du livre « Père riche, Père pauvre ». Contrairement à l'album des Beatles, le livre « Père riche, Père pauvre » n'a pas connu un grand succès commercial dès sa publication. Les éditeurs ont refusé le manuscrit car ils n'étaient pas d'accord avec les leçons du Père riche. Le livre a finalement été publié à compte d'auteur. Présentation de quelques-unes des leçons prophétiques du Père riche dans le livre. Leçon numéro 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Cette première leçon a été rejetée par certains éditeurs il y a 20 ans. Les gens sont maintenant plus conscients de l'écart croissant entre les riches et le reste de la population. Leçon numéro 2, les épargnants sont perdants. Cette leçon a également été contestée par la plupart des éditeurs. Pour les pauvres et la classe moyenne, l'épargne est considérée comme une religion, mais cela ne les sort pas de la pauvreté. Leçon numéro 3, une image vaut 1000 mots. L'utilisation d'un graphique illustrant l'évolution de l'indice Dow Jones sur une période de 120 ans montre pourquoi les épargnants sont perdants. Les trois grands cracks du XXIe siècle, crise des dot-com, crise immobilière et crise bancaire, montrent l'ampleur des pertes pour les épargnants. Le livre « Père riche, Père pauvre » présente des leçons importantes sur la richesse et l'argent. Il remet en question certaines croyances populaires concernant le travail, l'épargne et les investissements. Ces leçons ont été qualifiées de prophétiques par de nombreux lecteurs qui ont constaté leur réalisation au fil du temps. Les maisons ne sont pas des actifs. Dans cette section, l'auteur explique comment les maisons ne sont pas considérées comme des actifs et comment cela a été mis en évidence lors de la crise immobilière de 2007. Les maisons sont souvent considérées comme des actifs, mais selon le père riche de l'auteur, elles sont en réalité des passifs. Lors de la crise immobilière de 2007, les propriétaires qui avaient contracté des prêts hypothécaires à risque ont réalisé que leur maison n'était pas un actif. La bulle immobilière a éclaté et de nombreux propriétaires ont eu du mal à rembourser leurs prêts. Les riches ont créé la crise immobilière. Cette section met en évidence le fait que ce sont les riches qui ont créé la crise immobilière plutôt que les pauvres. Les riches et les produits financiers structurés. Ce sont les riches qui ont créé des instruments financiers structurés appelés dérivés. Ces produits financiers ont été qualifiés d'armes financières de destruction massive par Warren Buffett. Lorsque ces produits ont commencé à exploser, le marché immobilier s'est effondré. La valeur des produits financiers dérivés. Dans cette section, on discute de la valeur estimée des produits financiers dérivés avant et après la crise immobilière. La valeur des produits financiers dérivés. En 2007, la valeur estimée des produits financiers dérivés était de 700 milliards de dollars. Aujourd'hui, leur valeur est estimée à 1,2 quadrillion de dollars. Cela montre que le problème n'a fait que grossir et qu'aucune solution n'a été trouvée. Les riches paient moins d'impôts. Cette section aborde la question de pourquoi les riches paient moins d'impôts et comment cela a été un sujet de controverse politique. Les riches et les impôts. Il y a 20 ans, l'auteur a révélé dans son livre « Père riche, Père pauvre » pourquoi les riches paient moins d'impôts. En 2007, lors des élections présidentielles américaines entre Barack Obama et Mitt Romney, le sujet des impôts est devenu une question importante. Le président Obama payait environ 30% de son revenu en impôts, tandis que Mitt Romney ne payait que 13%. Les riches continueront à payer moins d'impôts. Dans cette section, on explique pourquoi les riches continueront à payer moins d'impôts malgré les promesses politiques. Les promesses politiques sur les impôts.
Même si certains politiciens promettent de réduire le taux d'imposition des pauvres et de la classe moyenne, la réalité est que les riches continueront toujours à payer moins d'impôts. Les individus comme Mitt Romney et Donald Trump paient moins d'impôts légalement en raison de certaines stratégies fiscales. Le succès de « Père riche, Père pauvre ». Cette section parle du succès du livre « Père riche, Père pauvre » et de son impact sur la vie de l'auteur. Le succès du livre « Père riche, Père pauvre » a connu un grand succès, restant sur la liste des best-sellers du New York Times pendant près de 7 ans. L'auteur a été invité à l'émission d'Oprah Winfrey pour parler de son livre. Les ventes totales de la série « Père riche » sont estimées à près de 40 millions d'exemplaires dans le monde. L'existence du Père riche. Dans cette section, on aborde la question de savoir si le Père riche mentionné dans le livre est réel ou fictif. L'existence du Père riche. Beaucoup de gens se demandent si le Père riche mentionné dans le livre est réellement existé. Pour répondre à cette question, il est possible d'écouter le témoignage audio du fils de Mike lorsqu'il était invité à une émission radio. Le livre a été écrit dans un langage simple pour que tout le monde puisse comprendre les enseignements financiers. Continuer l'apprentissage financier. Cette section encourage les lecteurs à poursuivre leur apprentissage financier en lisant d'autres livres de l'auteur. Poursuivre l'apprentissage financier. Pour approfondir les enseignements financiers, l'auteur recommande de lire d'autres livres tels que Why the Rich Are Getting Richer. Il souligne également l'importance d'une véritable éducation financière qui n'est pas enseignée à l'école. L'auteur remercie les lecteurs pour leur soutien et leur souhaite une merveilleuse année. 2 hommes, 2 destins financiers. Dans cette section, nous découvrons 2 hommes qui ont des carrières similaires mais des résultats financiers très différents. Nous explorons leurs croyances et opinions contradictoires sur l'argent. Des difficultés financières malgré des revenus substantiels. Un homme éprouve toujours des difficultés financières malgré ses revenus substantiels. L'autre homme devient l'un des hommes les plus riches. Les 2 hommes étaient charismatiques et prodiguaient des conseils, mais avaient des opinions différentes sur l'argent. Des points de vue opposés sur l'argent. L'un croyait que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'autre affirmait que le manque d'argent est la racine de tous les maux. Ces opinions contradictoires créent une confusion pour le narrateur. Réflexion personnelle et choix individuels. Le narrateur se retrouve à réfléchir et à comparer les conseils contradictoires de ses 2 pairs. Au lieu d'accepter ou de rejeter simplement leur point de vue, il choisit sa propre façon de penser. Ce processus lui permet d'avoir une perspective plus équilibrée et d'apprendre à penser par lui-même. L'éducation financière manquante dans le système scolaire. Dans cette section, nous explorons le manque d'éducation financière dans le système scolaire et comment cela affecte notre société. L'absence d'éducation financière à l'école. Les institutions d'enseignement se concentrent sur les aptitudes scolaires et professionnelles, mais négligeant les compétences financières. Les parents transmettent souvent des connaissances financières limitées à leurs enfants, en particulier s'ils sont pauvres. Conséquence de l'absence d'éducation financière. Des professionnels intelligents tels que des banquiers, des médecins et des comptables peuvent avoir du mal avec leurs finances malgré leurs excellentes notes à l'école. La dette nationale est en grande partie due aux décisions financières prises par des politiciens et des fonctionnaires peu formés dans ce domaine. L'importance de l'éducation financière. Le narrateur souligne le besoin urgent d'une éducation financière pour éviter une dépendance excessive au gouvernement et aux familles. Il remet en question la survie de la nation lorsque les systèmes de soutien financier tels que l'assurance médicale et la sécurité sociale manquent de ressources. Le pouvoir de nos pensées sur notre vie. Dans cette section, nous explorons le pouvoir de nos pensées sur notre vie et comment elles influencent notre relation avec l'argent. 2 approches différentes face à l'argent. Un père disait « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela », tandis que l'autre encourageait à dire « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» Ces phrases reflètent 2 attitudes opposées, une affirmation négative versus une question qui incite à la réflexion. Réflexion personnelle et choix de pensée. Le narrateur apprend à réfléchir aux conseils contradictoires de ses 2 pairs. Il réalise que le pouvoir et l'effet de nos propres pensées influencent notre vie. En choisissant sa propre façon de penser, il développe une perspective plus positive et proactive. Ces sections couvrent les points clés du transcript en utilisant des titres significatifs et des sous-titres pour organiser les notes.
Les bullet points fournissent un aperçu concis des informations importantes, avec des liens vers les timestamps correspondants pour faciliter l'étude du transcript. Les différentes mentalités financières. Cette section aborde les différentes mentalités financières de deux pères et comment elles influencent leur approche de l'argent et des affaires. Deux façons de penser opposées. Un père croit que les riches doivent payer plus d'impôts pour prendre soin des moins fortunés, tandis que l'autre pense que les impôts punissent ceux qui produisent et récompensent ceux qui ne produisent pas. Un père encourage à parler d'argent et d'affaires à la table familiale, tandis que l'autre interdit ces discussions pendant les repas. Un père considère la maison comme le plus grand actif, tandis que l'autre la considère comme un passif. Un père paye ses factures avant échéance, tandis que l'autre est préoccupé par les augmentations de salaire et les avantages sociaux. Différentes visions de la sécurité financière. Un père valorise la sécurité offerte par un emploi stable dans une bonne entreprise ou le gouvernement, avec des prestations médicales et des régimes de retraite. L'autre père prône une totale indépendance financière en étant compétent sur le plan financier et en créant des investissements plutôt qu'en cherchant un emploi sécurisé. La perception de la maison comme actif. L'un des pères souligne que la maison n'est pas un actif, car elle ne génère pas de revenus et sa valeur peut diminuer. Le krach immobilier de 2008 a confirmé cette idée, avec de nombreuses résidences ayant une valeur inférieure à celle d'avant la crise. L'importance des pensées et des paroles. Les deux pères ont des attitudes différentes envers l'argent. L'un se considère comme pauvre et ne sera jamais riche, tandis que l'autre se voit comme riche même dans les moments difficiles. La puissance des pensées est soulignée, ainsi que la nécessité de prendre conscience de ses pensées et de sa façon de s'exprimer. Les différences d'opinion sur l'éducation. Les deux hommes, le père riche et le père pauvre, avaient des opinions différentes sur ce qu'il était important d'apprendre. Le père riche encourageait à étudier comment devenir riche et à comprendre le fonctionnement de l'argent, tandis que le père pauvre voulait que l'enfant obtienne un diplôme et trouve un emploi bien rémunéré. Importance de l'éducation selon les deux hommes. Le père riche encourageait à étudier comment devenir riche et à mettre l'argent à son service. Le père pauvre voulait que l'enfant étudie pour obtenir un diplôme et trouver un emploi bien rémunéré. L'influence du poème « Le sentier que je n'ai pas emprunté ». Le narrateur mentionne son poème préféré, Le sentier que je n'ai pas emprunté, de Robert Frost, qui a influencé sa vie. Il relate comment il a choisi d'écouter les conseils du père riche plutôt que ceux du père pauvre. Signification du poème. Deux sentiers s'écartent dans une forêt jaunie. Le narrateur choisit celui moins fréquenté malgré son apparence verdoyante. Ce choix fait toute la différence dans sa vie. L'influence des enseignements du père riche. Le narrateur réfléchit à l'importance des enseignements du père riche sur l'argent et comment cela a façonné sa vie. Il souligne que l'éducation financière est plus puissante que l'argent lui-même. Les leçons du père riche. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est encore plus puissante. La plupart des gens n'ont jamais appris les rudiments de l'argent à l'école. Travailler pour l'argent ne mène pas à la richesse, il faut comprendre comment mettre l'argent à son service. Les leçons du père riche pour s'enrichir. Le narrateur explique que les leçons du père riche ne sont pas des réponses en soi, mais plutôt des indications pour aider les enfants et les adultes à s'enrichir dans un monde d'incertitude et de changement. Les leçons du père riche. Les leçons sont présentées simplement et doivent être utilisées comme des indicateurs. Ces indications aident à acquérir du pouvoir face à l'argent et à créer de la richesse. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel d'apprendre ces leçons pour s'enrichir. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Le narrateur discute de la différence entre les riches, les pauvres et la classe moyenne en termes de travail et d'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Différence entre les riches, les pauvres et la classe moyenne. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Le narrateur demande à son père comment devenir riche. L'école publique fréquentée par le narrateur. Le narrateur explique qu'il fréquentait la même école publique que les enfants riches de sa ville, bien qu'ils viennent d'une famille pauvre. Il mentionne également l'influence des industries locales sur l'éducation. L'école publique et les enfants riches. Les enfants des familles influentes fréquentaient cette école publique jusqu'à la 6e année. Ensuite, ils étaient généralement envoyés dans des écoles privées.
Malgré sa situation financière, le narrateur a pu côtoyer ses enfants à l'école. Comment devenir riche? Le narrateur discute d'une conversation avec son père sur la façon de devenir riche. Le père du narrateur dépose le journal et réfléchit à voix haute. Le narrateur demande comment faire de l'argent. Le père sourit et dit qu'il ne lui dira pas, car il ne sait pas ou ne veut pas dire. Devenir associé pour s'enrichir. Le narrateur parle de sa conversation avec son ami Mike sur la façon de s'enrichir. Conversation avec Mike. Le narrateur partage les paroles de son père avec Mike. Ils sont tous les deux des enfants pauvres dans une école fréquentée par des enfants riches. Ils décident de devenir associés pour trouver un moyen de gagner de l'argent. Les premiers plans pour s'enrichir. Le narrateur et Mike élaborent des plans pour gagner de l'argent. Élaboration des plans. Les garçons se sentent exclus en voyant les autres enfants s'amuser chez Jimmy. Ils ont une idée géniale tirée d'un livre scientifique. Ils décident d'entreposer des tubes vides dans une boîte en carton près du lave-linge du narrateur. Le narrateur et Mike commencent à collecter des tubes vides pour leur projet. Les garçons frappent aux portes pour demander aux voisins de mettre de côté leurs vieux tubes de dentifrice. Certains adultes acceptent avec curiosité, mais les garçons gardent le secret sur leur projet. La mère du narrateur s'inquiète en voyant la pile de tubes vides et demande ce qu'ils font. La naissance de leur entreprise. Le narrateur et Mike décident d'officialiser leur partenariat et commencent à produire. Naissance de l'entreprise. Le narrateur propose à Mike de devenir son associé, ce qu'il accepte. Il passe du temps à élaborer des plans pour s'enrichir. Il décide finalement d'utiliser les tubes vides pour fabriquer quelque chose. La production commence. Le narrateur et Mike commencent la production dans le garage du narrateur. Début de la production. Les garçons frappent aux portes des voisins pour obtenir plus de tubes vides. Ils stockent les tubes dans une boîte en carton près du lave-linge. La mère du narrateur devient furieuse en voyant tous les tubes vides et demande aux garçons de nettoyer. L'inquiétude grandit. La mère du narrateur s'inquiète de plus en plus de leur entreprise. Inquiétude grandissante. Les garçons continuent à collecter des tubes vides, mais la mère du narrateur est préoccupée. Elle demande aux garçons de se débarrasser des tubes vides, mais il la supplie de les laisser continuer. Finalement, elle leur accorde une semaine supplémentaire pour terminer leur production. Pression et éviction imminente. La date de début de production est repoussée en raison des inquiétudes de la mère du narrateur. Les garçons font tout leur possible pour inciter les voisins à utiliser rapidement leur dentifrice. Un jour, le père du narrateur arrive avec un ami et découvre l'entreprise en plein essor. Opération dans le garage. Le père du narrateur se rend compte que les garçons utilisent des tubes en plomb pour fabriquer leurs produits. Il observe comment les tubes sont fondus et remplis avec du plâtre. Les garçons suivent les conseils donnés par le père pour réussir dans leur entreprise. Une chaîne de montage improvisée. Le père du narrateur observe les garçons en train de travailler sur leur chaîne de montage improvisée. Chaîne de montage improvisée. Les garçons utilisent une table et un grill pour créer une chaîne de montage. Des berlingots de lait vides sont alignés sur la table, tandis que des tubes en plomb fondent sur le grill. Le père du narrateur observe avec amusement les garçons en action. La fin de l'opération. Les premiers plans pour s'enrichir. Le narrateur et Mike élaborent des plans pour leur entreprise afin de gagner de l'argent. Problème avec la mère du narrateur. La mère du narrateur commence à s'inquiéter du monticule de tubes de dentifrice dans la maison. Conflit avec la mère. La mère est contrariée par le monticule de tubes de dentifrice et demande aux garçons de nettoyer. Les garçons supplient leur mère de les laisser continuer, promettant qu'ils auront bientôt besoin des tubes pour commencer la production. Début chaotique de la production. Le narrateur et Mike commencent à produire leurs produits, mais rencontrent quelques difficultés. Début chaotique. Les garçons utilisent un bac métallique sur des charbons ardents pour fondre les tubes en plomb. Ils remplissent ensuite les berlingots avec du plâtre liquide. Il y a quelques accidents et désordres pendant le processus. L'arrivée inattendue du père. Le père du narrateur arrive pendant le processus et pose des questions sur leur entreprise. L'arrivée du père. Le père arrive avec un ami et les observe en train de travailler.
Les garçons expliquent qu'ils suivent les conseils pour devenir riches. Le père est curieux mais ne dit rien de plus. Pression et évolution de la production. La pression monte alors que la production continue et que les garçons doivent convaincre leurs voisins d'utiliser plus rapidement leur dentifrice. Pression et évolution. Les garçons continuent à produire en utilisant une chaîne de montage improvisée. Ils encouragent leurs voisins à utiliser plus rapidement leur dentifrice pour obtenir plus de tubes vides. La date du début de la production est repoussée en raison des problèmes logistiques. Le narrateur termine son récit en soulignant l'excitation et les défis rencontrés lors du démarrage de leur entreprise. Le narrateur sourit à son père, fier du travail accompli jusqu'à présent. Mike partage le même sentiment d'excitation quant à leur avenir financier.